Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. On a eu aujourd'hui droit à un exercice de relations publiques, on pourrait dire, du Parti libéral du Québec qui nous a dévoilé ses 4 engagements pour engager la conversation avec Donald Trump. Des engagements pour engager. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai fait là. Bon, il y en a 4. Je t'avouerais que je suis resté un peu sur ma faim, mais j'aimerais t'entendre. Moi, écoute, Francis, d'abord, je veux te dire que je suis un peu fâché contre Charles Milliard. Parce que je me suis couché, tu sais, en tant que chroniqueur, on se demande toujours de quoi on va parler. Moi, je me suis couché hier, je me suis dit, c'est génial, on a une conférence de presse. Bon, c'est devant le consulat des États-Unis à Québec. Manifestement, on veut envoyer un grand signal. Il va y avoir matière à discuter. J'ai seulement à la regarder, puis j'aurai une chronique facile. Bon, mais là, en fait, je reste sur ma faim parce que je ne sais pas trop c'est quoi. En fait, j'ai beaucoup de misère à comprendre ce qu'il nous propose. On veut renforcer les liens au sein de l'économie canadienne. On voudrait créer un nouveau bloc, Québec-Ontario, comme si ça allait de soi, comme si nos intérêts étaient les mêmes. Ça a déjà existé. Oui, il y avait des réunions jusqu'en 2017, il y en a eu 7 apparemment. Le comité Ontario-Québec. Oui, c'est ça, entre les conseils des ministres essentiellement où on se parlait. Ça a pris fin avec l'arrivée de la CAQ. Je ne sais pas si ça a débouché sur quoi que ce soit de concret, ces relations-là, mais bon, on veut un bloc Québec-Ontario. On n'adopterait pas la méthode Ford, cela dit. On serait plus conciliant vers les Américains, on ne serait pas trop confrontationnel. Essentiellement, ce que Charles Milliard nous a dit, si on veut en faire un slogan, c'est « Le Québec est une province et son sauveur s'appelle Canada ». C'est à peu près ça, parce qu'il n'y a aucune pensée nationale là-dedans. Il ne parvient pas à présenter le Québec comme ce que c'est, à savoir une société distincte et une nation. C'est vraiment une pensée provinciale au sens fort, où seul le Québec ne pourrait rien faire. Il devrait toujours aller chercher l'aide du Canada pour négocier avec les États-Unis, pour résister aux méchants, essentiellement. Mais je te reprendrai là-dessus, en fait, parce que, puis je suis pas là pour défendre Charles Milliard, mais ce qui me semble aussi un peu chaotique là, depuis Trump, là, on s'entend. Là. Trump, il parle au nom des États-Unis. Là. Puis là, t'as un peu de divergence. Là, mais tu sais, il met des tarifs, puis c'est pas négociable. Là, tu vois ce que je veux dire? Là, chez nous, c'est comme, ben là, Doug Ford, il fait de quoi? Puis là, l'autre a fait de quoi? Puis on a l'air d'une gang de maudits cabochons. Là. Je veux dire, les Américains, ils doivent tellement se foutre de notre gueule. Danielle Smith, elle est pas contente. Puis là, Christine Fréchette, elle va faire un voyage à Washington. Genre, what the hell? T'sais? On a l'air d'une gang d'enfants. Je sais pas, je comprends un petit peu fierté provinciale, mais à la fin, il y a $1 qui est le dollar canadien, il y a un système bancaire, il y a un système. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une frontière, il y a des règles qui s'appliquent à tous les biens de la même façon, quelle que soit la province où ils arrivent. Donc, que chaque province se mette à dégainer quand il veut, comme il veut. Je dis pas que. Je dis pas qu'il a raison, Charles Milliard, mais j'essaie juste de comprendre. L'alternative à ça, c'est-tu cette espèce d'anarchie, chaque province pour elle-même? OK, mais d'abord, $1, une seule économie canadienne, c'est faux. Il y a des régulations qui sont différentes entre les provinces. La charge d'un camion est différente entre les provinces. On a une panoplie de barrières. Mais c'est ça. En fait, la réaction, elle est honnête. Elle dévoile ce qu'est le Canada. Puis là, depuis que Mark Carney est arrivé au pouvoir, on a comme cette grande lubie-là de penser que le Canada, c'est un pays unifié, essentiellement. Mais non, c'est pas vrai. Il y a des différences d'intérêt entre les provinces. Trump nous a rendu ce service-là, quand même, de nous forcer à les étaler au grand jour. Ça aurait pu être le cas lors de la première... Et à en démonter quelques-unes, là, quand même. Il y a eu l'alcool, il y a eu... c'est pas encore fait, l'alcool. Le Québec, 9 provinces, sauf le... Sauf la tout le plus monde, importante pour nous. D'accord? Ouais, mais c'est nous les fautifs là-dedans. C'est nous qui avons un monopole un peu empoté. Je veux dire, la SAC, puis c'est la CAQ qui bouge pas assez vite. Je veux dire, franchement... Mais là, attends, Francis, je veux pas revenir à 1867. Tu dis, c'est nous les fautifs. Pourquoi? Parce que le Québec fait figure de l'irréductible gaulois qui prend plus de temps que les autres, qui veut... Non, mais je suis désolé, mais si on est pour abolir certaines différences, ou pour résister aux méchants américains, si on est essentiellement pour redéfinir c'est quoi le pacte confédératif, qui a déjà été mis à mal pendant très, très longtemps, en fait, depuis la Confédération, si on est pour le faire, faisons-le, mais disons-le clairement et ayons la chance de nous prononcer. C'est pas honnête, c'est pas juste qu'on redéfinisse l'économie canadienne sans passer par une consultation populaire plus importante. La taille des pneus de camion puis la possibilité de vendre de l'alcool à Hawkesbury, pour moi, c'est pas des enjeux de constitution, là, tu comprends? C'est du niaisage de technocrates. Non, c'est pas aussi clair que ça. Il y a différents climats au Canada aussi. Peut-être que notre taille de pneus est liée à la nécessité de l'hiver, puis on a des camions qui se rendent dans le Grand Nord. Puis ces camions-là, ils sont pas appelés à rouler sur les routes de l'Ontario. Toi et moi, le Gatineau puis Ottawa, ça a comme une météo relativement similaire. Okay, on peut distinguer les choses niaiseuses des choses moins niaiseuses. Mais tu veux qu'on aille là-dedans? Charles Milliard nous dit qu'il faut faciliter nos liens avec le reste du Canada pour mieux résister aux États-Unis.
OK, sur des normes niaiseuses comme des pneus de camion, on peut s'entendre. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vient parler, par exemple, des lois qui protègent le français? Qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un amène sur la table l'argument qui dit « Mais la plus grande barrière au commerce intercanadien, c'est quand même le fait que les maudits Québécois veulent protéger leur langue. » Et là, quand ça arrive, ça, qu'est-ce qui passe en avant? L'argument d'efficacité économique, ce serait vraiment, j'allais dire, sacré, ce serait bien, bien plus simple si on parlait toutes la même langue puis il n'y avait pas la maudite différence francophone. Donc, on privilégie l'économie au détriment de la défense du français, ou au contraire, on accepte que le Québec demeure et restera une société distincte, on l'espère. Je l'espère, au sein du Canada. Pauvre, donc, au risque d'être pauvre. Mais pas nécessairement au risque d'être pauvre. Parce que ça, c'est l'argument. Tu me sortis les camions de la Brinks. Où essentiellement, c'est la faillite ou l'intégration. Je vais passer là-dessus. Mais c'est un vrai enjeu pour... Tu es déçu de Charles Milliard, donc en somme, de son annonce d'aujourd'hui au moins. Mais même là, c'est-à-dire, si vous conviez les journalistes à une annonce, vous faites monter les enchères, les gens s'attendent à quelque chose, ayez au moins quelque chose qui est plus que comme quelqu'un disait de très brillant, la première page d'un PowerPoint. Et si vous appelez vraiment... C'est Francis qui disait ça. C'est moi qui disais ça. Et si vous appelez vraiment à l'amélioration de l'intégration canadienne, mais dites-nous concrètement par quoi ça passe. Parce que là, on reste du côté de Milliard à des principes ultra généraux, une genre de feuille de route, puis même là, c'est très lousse, c'est très large pour feuille de route. En quelques mots, parce que, bon, il a, à défaut d'avoir tout bien rempli sa copie, il a planté un petit drapeau aujourd'hui, petit drapeau, on s'entend, mais là, donc, ultimement, quelle est donc la posture de Christine Fréchette ou de Paul Saint-Pierre Plamondon sur ces enjeux-là? Est-ce qu'ils sont capables d'aller à la page 2 du PowerPoint? On a Joël Arsenault qui nous a répondu là-dessus, qui a dit essentiellement Milliard critique la CAQ en disant que le Québec fait figure de spectateur. Milliard nous propose, dit Arsenault, un rôle de spectatateur encore plus subordonné, parce que finalement, on abandonne mais donc, distinction. que fait le PQ, finalement? C'est rah-rah, gros bras, on lance des roches, on sort les tomates. Le PQ a la solution magique, l'indépendance. Oui, mais une fois que c'est fait l'indépendance, c'est quoi la solution avec Trump et avec le commerce interprovincial? C'est beau de critiquer les autres, puis c'est ce qu'a fait Christopher Skeet, mais à la fin, qu'est-ce que tu proposes? OK, bien, si on est pour diversifier nos partenariats, nos exportations, le Québec a quand même des débouchés naturels que le Canada n'a pas. On pourrait explorer davantage de partenariats avec les autres pays de la francophonie. Le français, c'est quand même la troisième, je pense, langue la plus parlée au monde. Il y a du monde en français qu'on peut aller chercher que les Canadiens ne peuvent pas aller chercher ou peuvent moins bien facilement. On pourrait explorer ça. D'ailleurs, un État québécois qui aurait son propre ministère des Relations internationales, qui ne serait pas toujours obligé de batailler avec Ottawa sur qui parle au nom de qui, peut-être qu'il serait plus efficace. Maintenant, bien sûr qu'on est plus fort avec le Canada. Bien sûr que si on se bat ou on lutte, on verra si ça perdure, cette affaire-là, mais bien sûr que si on fait face à un géant comme les États-Unis, on est mieux de se tenir ensemble. Mais j'aimerais dire, Québec seul ou Québec avec le Canada, dans tous les cas, nous sommes un nain par rapport aux Américains. Oui, mais 40, c'est mieux que 9, tu sais, millions. Oui, d'accord, mais c'est 422 millions, les Américains, plus grande économie du monde. On pourrait parler de ça d'une heure. Je voulais rapidement, deux sujets là, en rafale. Chrystia Freeland, ancienne ministre des Affaires étrangères du Canada, qui aspirait d'ailleurs à mener le pays. Et qui a mené Justin Trudeau à sa chute, en passant. Bref, on connaît le personnage. Elle est maintenant une conseillère non rémunérée, dit-on, Vladimir Zelensky en Ukraine. Elle a écrit un texte dans le New York Times intitulé « Vous n'aimerez pas ce qui vient après l'Amérique ». C'est quand même un bon texte. C'est étoffé, il y a beaucoup de mots. Qu'est-ce que tu fais d'un exercice comme celui-là? D'abord, je ne sais pas si c'est un exercice qui fonctionne, qui va avoir un impact aux États-Unis, parce qu'essentiellement, son argument, c'est de dire « Les Américains, au niveau de la politique intérieure, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur de la destruction qu'occasionnent les politiques de votre président. » Puis l'argument de Freeland, c'est très simple. C'est que la Pax Americana donnait l'illusion d'une forme de coopération au sein de l'Occident, bien que les États-Unis étaient plus puissants. Néanmoins, il y avait des règles, il y avait une forme de coopération qui faisait en sorte que ça profitait pas mal à tout le monde. Et les Américains étaient capables de traiter des pays beaucoup plus faibles comme des alliés. Avec Trump, on traite à peu près tout le monde comme des vassaux, comme des gens qui sont inférieurs, le Canada à part la Chine qui serait le seul égal. Et l'argument de Freeland, c'est de faire comprendre aux Américains qu'il y a un vrai coût à ce que la posture internationale des États-Unis s'amenuise avec ce type de politique-là. Puis elle a raison de le dire par rapport à l'Iran. Par exemple, si on pense à la guerre en Iran, c'est absolument débile que les Américains fassent cavalier seul parce que c'est un problème qui nous touche tous. Tout le monde pourrait souffrir d'une crise économique mondiale si ça continuait là-bas. On aurait intérêt à s'allier. On ne s'allie pas pour faire de la pression sur le régime à Téhéran. Pourquoi? Parce qu'on est tous bien frustrés contre les velléités de Trump par rapport au Groenland. Donc l'argument de Freeland, c'est ça. Maintenant, le canal, elle passe par le New York Times qui est lu par une
parti très éduqué des États-Unis, Ouais, qui est beaucoup relayé, mais c'est qui pas... est quand même lu d'un océan à l'autre. C'est comme, c'est pas la feuille de Pittsburgh, là. Je veux dire, c'est le New York Times. Non, mais le supporter MAGA de Trump qui pense que les États-Unis sont les plus puissants puis ont le droit de se comporter comme ça ne lit pas l'editorial board du New York Times. Ça, j'en suis à peu près persuadé. Il ne lit pas plus celui du Wall Street Journal, en passant. Non, Donc, je ne sais pas si c'est le genre d'exercice qui aurait une chance de percoler au sein de la population américaine, mais au sein des élites américaines, ça peut agir comme prise de conscience. Le texte est bien écrit, ça s'apparente un peu au super speech de Carney Adams. Je me pose quand même la question à savoir, Chrystia Freeland, elle écrit pas ça sur son iPhone en attendant l'avion. Là. Comme clairement, quand l'ancienne ministre des Affaires étrangères publie dans le New York Times un article de cette longueur-là, avec quand même un certain poids géopolitique, là, où elle reproche des choses au président américain, je suis comme petit indice que l'équipe de M. Carney l'a vu, puis que, tu sais, il y a une couple de virgules qui ont été changées. Finalement, on dirait que c'est comme un cabinet de relations publiques qui parle à personne de Chrystia Freeland a envoyé un message. Tu comprends ce que je veux dire? Je me posais la question de la séquence des événements qui mènent à la publication d'un texte comme celui-là. Il y a deux manières de le lire. Toi, ce que tu es en train de dire, c'est une opération de relations publiques du gouvernement canadien, mais détournée pour ne pas subir les foudres. Non, mais ça aurait de l'allure. Ou bien Chrystia Freeland, de sa propre dévolue, sans se coordonner avec personne, alors qu'elle est une libérale de longue date, elle a décidé soudainement dans Word d'écrire un long texte, d'envoyer ça au New York Times sans parler en personne. Non, mais attention, elle est en train d'écrire un livre à ce sujet-là, sur les négociations commerciales. Son livre aussi va passer par le Parti libéral, j'ai l'impression. Dans un contexte où on sait que le gouvernement actuel apprécie ce genre de posture-là, peut-être que Chrystia Freeland cherche une manière de revenir. Hein. Là, elle a une job en ce moment, conseillère spéciale. Elle n'est pas payée. Elle a une autre job. Elle est sur le board de Rhodes Foundation ou un truc comme ça. Donc, il y a quand même une position enviable. Peut-être qu'elle veut revenir au Canada et qu'elle améliore sa stature ce faisant. On verra. Peu importe le motif, c'est un texte intéressant. On devra se parler demain d'autres sujets fascinants. Georges, merci. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission. Merci, François.